Petit apéro Sixers. On a sorti la veste Sixers. Enfin, Sixers. Allez. Couleur Sixers. Couleur Sixers, tout à fait. Moi j'ai sorti le ballon qui n'est pas couleur Sixers, mais par contre en ce moment ça joue plutôt bien au ballon du côté de Philadelphie. Plein de vrai, choses à dire. On avait fait un petit apéro Knicks, on avait fait un petit apéro Cavs. Vous inquiétez pas, les fans de la conférence Ouest, on va venir en courant. Il y a d'autres. Oui, c'est vrai franchises qu'il dont on va peut-être s'occuper. falloir qu'on aille checker quand même ce qui se passe à l'Ouest quand même. J'avoue. Alex, c'est important. Comme chaque début de saison, l'Est est meilleur que l'Ouest. Ça joue beaucoup mieux et depuis longtemps d'ailleurs. Bah, regarde, c'est vrai. Hein. Les Sixers, avec leur bilan, ils seraient quand même quatrième à l'Ouest. Hein. Quand Pas même, mal. Hein. Ouais. ce serait un peu petite Franchement, compétition. premier de l'Est, franchement, c'est pas mal. Hein. Mais oui, évidemment, vous le savez, les fans des Lakers, des Clippers et d'autres franchises du Jazz et compagnie, on aura l'occasion de parler de vous dans d'autres petits apéros. Pour le moment, on va s'occuper de nos amis du Process de Philadelphie car le début de saison est excellent en Pennsylvanie. Plein de choses à dire à titre collectif et individuel. Évidemment, on fait la bise à tous les fans des Sixers. On attend vos avis dans les commentaires. Au moment où on parle, les Sixers sont en tête de la conférence Est. Oui. Et puis, c'est probablement, ou c'est pour moi en tout cas, l'équipe qui joue le mieux à l'Est. Oui. Ou t'es pas d'accord avec ça? Il y a une discussion. J'ai très Avec hâte qui? de voir un débat avec les Pacers. D'avoir avoir un match complet face aux Pacers. Oui, c'est vrai que les Pacers jouent très très bien aussi. Mais ils jouent très très bien, mais ils ont des résultats un peu moins bons. C'est ça. Donc, Disons que quand ça a même. été l'équipe la plus régulière dans l'irrégularité de ce qui leur a été proposé. On va le développer tout à fait, mais je te rejoins sur, et je pense que les gens vont y répondre, est-ce que les Sixers sont l'équipe qui joue le mieux de la conférence Est? On peut le dire, oui, on peut le dire. Avec les Ouais, Cavs. moi je trouve. En plus, je trouve que j'aime bien le style qu'il propose. C'est-à-dire, on est sur un style, je ne m'attendais pas forcément à ce style-là, c'est-à-dire que ça joue vite. J'étais en train de chercher là dans les petites fenêtres de mon ordi là. La pace, Ils sont top 5, la hein, pace. si j'ai pas de Quatrième bêtises. pace, Ouais. là, au moment où on parle. Ça change. Donc, tu as la quatrième pace et la cinquième défense avec une attaque average. Tout à fait. En gros, hein, je C'est schématise. Hein. Ouais, bien sûr. Mais en gros, c'est ça. Ça, Moi, j'aime bien. Bien sûr, tout à fait. Commençons par là parce que évidemment, vous l'avez vu, on va focus aussi sur Monsieur Joel Embiid qui est au centre des discussions parce qu'il y a un débat à 3 lettres dont on va pouvoir parler. Mais d'abord, on fait au niveau collectif. Tout à fait, tu parles des Sixers et de cette intersaison dont on avait parlé pendant la preview avec l'arrivée de Doc Rivers, avec du changement. On se demandait comment est-ce que ça allait s'articuler avec Embiid et Simmons et compagnie, des nouvelles arrivées, Danny Green, Seth Curry. Doc Rivers qui débarque, et tout de suite on voit des choses intéressantes offensivement. Tu le disais, en termes de rythme, des Sixers beaucoup plus agressifs, qui étaient déjà capables par le passé avec Ben Simmons de galoper, mais alors la transition, c'est létal, ils sont beaucoup plus dangereux, notamment sur certains aspects du jeu, comme à 3 points notamment, où il y a de plus en plus de Voilà, on y facilité vient. à prendre du shoot en première intention. Spacing est bien meilleur et tu as des mecs en première intention, comme tu viens de le dire, qui sont également bien plus capables. Ouais. Du coup, le duo Simmons-Embiid est quand même très régulièrement entouré de 3 mecs qui savent shooter déjà. Ça change la vie. Et ça change bien la vie. Et surtout que parmi ces mecs qui savent shooter, il y en a qui savent shooter et défendre. C'est ça. Et il y en a qui Par savent exemple, shoot. Danny Green, Par exemple, Shake Seth Milton. Curry, bon, on peut pas dire que ce soit un spécialiste défensif, Non. mais vu que l'autre, il doit avoir le true shooting pourcentage le plus élevé de toute la ligue, je rigole même pas. L'histoire de l'humanité. Je pense que même les pivots font moins bien que lui, Ah non, tellement il rentre chaque tir. Shake Milton, tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai qu'il défend pas si mal que ça. Ah oui. Tobias Harris, c'est quand même un joueur complet et tout. Enfin bon, bref, il y a tout un équilibre qui se crée avec un vrai style de jeu, je veux dire, qui se met en place. Complètement. En attaque, ça faisait des mois qu'on souffrait collectivement. On a encore des punchlines qui vont tomber sur Elton Brand pendant des années et puis sur Brett Brown. On souffrait énormément en voyant cette équipe et on se demandait est-ce que quelqu'un peut débloquer les choses. Pour le moment, malgré tous les critiques qu'on fait et qu'on va faire sur Doc Rivers parce qu'on sait aussi qu'on l'attend sur les playoffs, pour le moment c'est hyper intéressant. Tu le dis là, en attaque, on a
Seth Curry, pour ceux qui se posent la question, parce que Alex l'a rigolé sur le côté true shooting percentage, nous avons l'habitude de parler d'un club qui s'appelle le 50-40-90. 50% au tir, 40% à 3 points, 90% au lancer. Eh bien écoutez, sachez qu'un nouveau club a été créé, c'est le 60-60-100, puisque Seth Curry est tout simplement à 60% au shoot, 60% à 3 points et 100% au lancer. Non, mais je te C'est dis, complètement indécent. faut aller regarder les stats avancées. Ah non, mais Ceux qui aiment la stat avancée, là, allez voir parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais je pense qu'il doit avoir un true shooting percentage qui doit être complètement dingue. N'importe quelle décision qui est prise de la part de Seth Curry est la bonne, sachant qu'en plus il peut poser un petit peu le ballon au sol, à la différence d'un JJ Redick par le passé qui était surtout sur du catch and shoot. Là, il est capable de driver un petit peu. Lui a été au centre d'un thème dont on va parler aussi par la suite au niveau sanitaire, ce qui fait qu'il est revenu justement ce vendredi soir. Mais tu disais là, Shake Milton, Tobias Harris, on commence à retrouver aussi un Tobias Harris. Attends, si je dis pas de bêtises, de l'époque des Clippers, notamment avec Doc Rivers, si je dis pas de bêtises, puisqu'il était là, et il est beaucoup plus sur la transition et du shoot à 3 points et de la flexibilité. Oui, c'est le Tobias Harris, bien dans son rôle, le Tobias Harris qui s'adapte à ce qui se passe autour de lui. En fait, Tobias Harris, il fait du Tobias Harris, là, c'est juste qu'il a un contrat max et que, bon, voilà, mais sinon... Non, c'est carré, hein. Eh ouais. C'est très bien. En plus, il défend, il fait son taf. Mais grave. C'est et sur puis lui il s'adapte que les bien. comptaient, hein. Je trouve qu'il s'adapte bien à toutes les situations qui lui sont proposées. C'est-à-dire qu'il est capable de la lâcher pour un shooter ouvert. Il est capable de spacer pour faire de l'espace à des Ben Simmons ou à des Joel Embiid. Il est capable de monter la balle, de prendre du rebond, de défendre sur plusieurs postes. Enfin, franchement, il fait le taf. Super, fait le taf. Le début a été un peu compliqué. Après, là, vraiment récemment, c'est super. De la part de Tobias, il y a vraiment des matchs références où tu revois certains éléments et certains moments de l'époque Clippers avec Boban et compagnie quand il était borderline All-Star. Hein. On le regardait, on se disait waouh, c'est absolument dingue. Tu parlais de ce style de jeu offensif qui est hyper intéressant avec les Sixers et des choses qui ont évolué. Comment ne pas parler justement des choix qui ont été faits en sortie de banc où les clés du camion sont clairement données à Tyrese Maxey, Shake Milton notamment, et on a dit les gamins, allez-y, punissez les adversaires. Ça leur donne aux Sixers 48 minutes de productivité offensive. C'est clair. La rotation, la profondeur est réelle. Ouais. Après, bon, évidemment, ils ont eu quelques petits soucis, là, comme tu as parlé de Seth Curry qui a eu le virus. Et puis après, il y a quand même eu pas mal de cas contacts et tout. Ouais. Là, tu viens de prononcer le mot Tyrese Maxey. Bon, il y a eu ce fameux match de dimanche soir, là. C'était un samedi, je crois, où il met 39 points. Ou samedi, ouais, t'as raison, ouais, c'était peut-être un samedi. Enfin, c'était un week-end en tout cas, parce que c'était en prime time européen, où il met 39 points contre Denver. Mais en fait, voilà, quoi, il y a que Doc Rivers, je crois qu'il a que 8 noms sur la feuille. Dont, il a 8 noms, dont Mike Scott qui est blessé, en gros. C'est ça. Donc bon, voilà, c'est un délire. Mais sinon, oui, t'as raison. Il y a de la jeunesse. Il y a une rotation vraiment intéressante côté Sixers. Et qui réussit là aussi bien depuis ce début de saison, parce que il y a aussi une putain de star qui s'épanouit fort au milieu de cette rotation. C'est-à-dire qu'une belle rotation comme ça suffit pas. Ah non, bien sûr. Il te faut le mec qui te fait des grosses différences. Il se faut un Stromon et Embiid, on va y venir. Je fais juste un dernier petit virage quand même parce que et je te lance là-dessus sur ce sujet parce que en attaque, on est tous contents de respirer. T'as l'impression que tout le monde bouffe des airways. Là, à Philadelphie, tout le monde est content parce que putain, c'est des mentos au quotidien. Tu respires enfin avec un jeu bien aéré. Ne pas oublier non plus que l'identité de Philly, elle reste aussi et avant tout défensive. On a gardé des principes de solidité défensive. Philly est j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est une top 10, top 5 défense de NBA encore. Ils sont l'équipe qui réalise le plus de points. Ouais, 5e. 5e defensive rating, je l'ai dans mes notes là. Ils sont juste derrière les Cavs. Je suis obligé de la placer. Mais bien sûr, la référence au défensive. Au moment où on tourne cette vidéo, ils sont juste derrière les Cavs. Qui ne l'avait pas annoncé, mon cher Alex. Non, mais c'est l'équipe, les Sixers, qui réalisent le plus de contre de NBA, si je dis pas de bêtises. Et tu as quand même gardé. Parce que c'est bien de se développer offensivement, mais parfois, tu sais, tu peux être aussi tenté par le fait de lâcher un peu de la défense. Philly a une très bonne attaque et une très bonne défense, c'est ce qui fait le résultat. Une très bonne défense et une attaque bonne. Ouais. Tu vois, genre c'est vraiment une très bonne défense. Et une attaque bonne qui est articulée autour de Joel Embiid. C'est ça, parlons de Joel.
Et qui, Joël, quand il joue comme ça, je pense que tu peux articuler un paquet d'attaques autour de lui. Il suffit de mettre des shooters, en fait. Hein. On en avait déjà beaucoup parlé l'année dernière. Enfin, je dis il suffit de mettre des shooters. C'est pas si simple que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait beaucoup parlé spacing avec les Sixers l'année dernière. Bon, force est de constater que, oui, Joel Embiid, avec des shooters autour de lui, il est chiant à défendre. Après, ça vient aussi de lui. Ah, mais bien sûr. Limite, si tu me le permets, j'aimerais limite commencer par ça. Moi, le Joel Embiid, qu'on voit moins de punchline, mais plus de bois sur le terrain, putain, voilà comment je kiffe. On avait dit ça. On avait dit, on avait dit quoi, moins de Twitter et plus de défonçage de c'est défenseurs, ça, quoi. c'est-à-dire que voilà, les punchlines, va sur le terrain. Et là, effectivement, depuis le début de saison, il est assez régulier, il est même bien régulier. Ouais. Et en plus, il a montré, tu vois, il a remontré des réminiscences du Embiid d'il y a 2 ans, là, quand il écrabouillait de temps en temps des défenses, où on était là, genre, mais what the fuck, mais qu'est-ce que tu peux faire et tout. En fait, le gars, dans le périmètre, il rentre tout ce qu'il veut, sous le cercle, il est injouable, au poste, il a trop de footwork, il a dû toucher. Si tu fais faute, il met ses lancers, enfin, genre... parce que c'est ça, Joel Embiid, là, cette année. Hein. Ah là, tout à fait, on est sur une saison sur des bases records, à titre individuel. 27 points, 11 rebonds, presque 3 passes. Et les pourcentages. 1,3 contre, 1,3 interception, donc déjà c'est sérieux. 56% au tir, 40% record. De loin. Record. 40% de loin et record. 85% de lancer. Hein. Record, tout à fait. Certains l'avaient vu, je l'avais tweeté il y a 2 jours. On est sur une saison, autant au scoring, tu peux avoir vu Joël, tout à fait, comme tu le disais, il y a 2 ans, qui était dans ces moyennes-là, entre 25 et 27 points. Mais il prenait même plus de rebonds, je pense, à l'époque, il y a 2 ans. Tout à fait, mais par contre, ces pourcentages-là, on est dans les 3 catégories, on est sur du record. Les choix sont meilleurs, la façon dont il est responsabilisé, c'est mieux. Lui aussi a progressé sur des aspects du jeu, parce que Joël avait aussi montré parfois que lorsqu'il y avait des double teams sur lui, c'était parfois c'était assez aléatoire. On avait des moments qui étaient très très bons, et des moments où tu disais, putain, flemme mec, c'est trop fatigant. Là, on retrouve tout à fait, comme tu le disais, le casse-tête d'il y a 2 ans, où en fait, si tu le laisses sur le périmètre, il va faire le bon choix. S'il est en isolation, c'est trop compliqué. Si on vient doubler sur lui, il trouve les partenaires démarqués. On est sur un début de saison de MVP de Joel Embiid, et donc Boston a pris 2 fois de tarif, mais en même temps, à chaque fois que Daniel Theis le croise. Boston là. Ils ont pris 42 et 38 en 2 jours. 42-10 et 38-11. Ouais. Allez, bien sûr. Boum. Sachant que... y a eu un petit 45-16 sur le hit. Bon, le hit sans Adebayo, je crois. Hein. Ouais, mais quand même. Non, mais 45-16. Tout à fait. De toute façon, l'équation, elle est simple. Si je dis pas de bêtises, quand Joel Embiid joue cette saison, c'est quasiment que des victoires. Ils ont perdu une fois à Atlanta, mais sinon, je crois que tous les matchs de Joel sont des victoires. C'est chaud. C'est possible, ça. Je l'ai sur les yeux. Avec Joel Embiid, tu perds pas, en gros. Avec Joel Embiid, tu ne perds pas. Je crois que je l'avais checké tout à l'heure. Ils perdent juste à Atlanta, mais sinon, il y a eu ces histoires de Covid qui font que ça joue pas. Oui, c'est vrai, ils prennent juste une grosse fessée à Atlanta, mais sinon ils gagnent tout le temps avec Joel. C'est-à-dire que les autres défaites, Joel n'a pas joué. Hein. Cleveland, à Cleveland, tu joues pas. Denver, Memphis. Tu joues pas. Et Memphis, tu joues pas. Sinon, c'est que des en même temps, force est de reconnaître que c'est vrai que tu prends ces Sixers-là, t'enlèves Joel Embiid. Attention, là c'est plus une attaque average, hein. C'est une mauvaise attaque. Tout à fait. Avant qu'on revienne sur le trophée à 3 lettres, parce qu'on va pouvoir débattre un peu là-dessus gentiment, il y a un garçon dont on n'a pas trop parlé et qui est celui qui en pâtit le plus, on a envie de dire Benjamin offensivement, malgré le Benjamin, Benoît Simon. Il a fait un bon 4e quart-temps ce vendredi soir face aux Celtics, mais Ben Simmons, qui était évidemment dans les rumeurs de transfert avec James Harden et qui essaye de faire son début de saison, est-ce qu'on peut le dire, c'est celui qui offensivement en pâtit le plus? C'est compliqué en attaque pour Ben Simmons. Là, j'aurais tellement aimé que ça soit avec les Sixers le trade d'Harden. Ah ouais? Et qu'on file une équipe à Ben Simmons. Ouais, moi je suis toujours pas convaincu par la... Oui, dans ce sens-là, oui, pour Ben Simmons, je veux dire. Je suis toujours pas convaincu par la réelle compatibilité Ben Simmons-Embiid. Moi, non. Je suis désolé, là, ce qu'on voit, ces Sixers-là... Ben Simmons, défensivement, est un monstre absolu et il contribue grandement au fait d'avoir une top 5 défense. Hein, ça, je vais pas... Attention, je dis pas le contraire. De ce côté-là du terrain, il est monstre cette saison. Mais si tu avais un meneur moins fort, certes, que Ben Simmons défensivement, mais qui shoot mieux et qui peut distribuer tout aussi bien,
bah, je pense que tu aurais une attaque bien plus forte. Et oui, tu aurais genre par exemple, tu serais peut-être plus cinquième défense, mais tu serais peut-être dixième, parce que tu aurais quand même une bonne grosse Bien défense sûr, encore, hein, tu vois. bien sûr. Tu serais peut-être dixième, mais tu serais peut-être dixième attaque aussi. Tout à Tu fait. serais peut-être top 10 dans les deux, hein. Et Et en plus, de l'autre côté, on aurait le plaisir de pouvoir voir une équipe complètement construite autour de Ben Simmons. Moi, j'avoue que c'est une curiosité, ou si ça se fait pas dans sa carrière, bah oui. ah, je vais avoir une petite frustration, hein, Bah, clairement. ça va être une de ces fameuses enquêtes du lundi, j'ai envie de dire. On Ah aura ouais, 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 l'occasion ouais, d'en ouais, faire ouais, une ouais, ouais, enquête ouais, il y a si Ben moyen. Simmons n'a pas Il y a ça. Mais moyen. c'est ce qui fait, quand tu pointes le côté justement offensif qui est compliqué pour lui, et de la possibilité d'avoir des garçons qui sont aussi bons, allez, très très bons défensivement, mais qui sont capables de produire nettement mieux balle en main en attaque, en étant plus agressif au shoot. C'est ce qui fait que du côté de Philadelphie, ce qu'on peut lire et entendre, c'est que le deuxième meilleur joueur de Philly cette saison, c'est Shake Milton. On est sur un joueur qui a tellement progressé défensivement et qui, en attaque, peut montrer plein de choses. Ben, tu as ce côté incompatibilité entre Ben Simmons et Joel Embiid qui revient vraiment sur la table en sujet central. Maintenant, Philly est trop bon, j'ai le sentiment, hein, est trop bon et trop bien placé en ce moment en tête de la conférence Est pour envisager quelque chose à court Ah terme bah c'est clair, ça en termes de transfert. déséquilibrerait beaucoup, mais il faut reconnaître que Shake Milton, Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris, tu prends ces quatre-là, Ah, tu tu mets mets Joel Joel, Embiid, c'est violent. bah Ah, bien sûr. tu sais que c'est une équipe chiante à jouer, ça, hein. Ouais, non, c'est sûr. En plus, t'as Tyrese Maxey et Matisse Thybulle sur le banc, enfin, je veux dire, Mike Scott, machin, bah, t'as déjà du banc. Donc là, je fais exprès, hein, de me faire l'avocat du diable, mais genre, Oui. cette équipe peut tout à fait jouer sans Ben Simmons. Ils C'est sont. et être Ouais, performante, je veux dire, moi ouais. j'y crois. Tout à fait. On n'avait pas d'ailleurs mentionné Dwight Howard qui fait aussi un bon taf Dwight en sortie Howard, de tout banc. à fait, en Non, backup. ouais. Bon, Qui fait après, un c'est bon vrai taf. que le départ de Horford fait aussi un bien fou au niveau de l'équilibre, hein, parce qu'en fait, il se forçait un peu à mettre du Horford en 4, Hmm. alors qu'en fait, c'est vraiment un poste qui est fait pour un mec à la Tobias Harris, c'est-à-dire qu'à côté d'un Joel, t'as pas besoin vraiment d'autres intérieurs, quoi. Non, non, bien sûr, bien T'as sûr. besoin de joueurs qui Ouais. savent un peu se balader dans le périmètre et tout. Faut laisser la raquette à Joel. Et C'est justement, il évident. l'utilise bien. Tout à fait. Ah Sur bah Ben ça. Simmons, pour boucler un petit peu la boucle là-dessus, et après on va parler de MVP. Sur le dossier Ben Simmons, on en parlait avec Simon hier, si je dis pas de bêtises, en off, hein, tous les trois. Et d'ailleurs, la bise à Simon. Et je pose la question à toi et aux gens qui regardent cet apéro, notamment les fans des Sixers. Quand on voit l'affaire Harden se dérouler avec des rumeurs de transfert, et du fait qu'il y a eu plusieurs sources qui se sont exprimées sur le fait qu'il y a eu quand même, pendant un certain moment, des discussions autour d'un transfert de Ben Simmons. Est-ce que c'est un poids qui peut s'avérer très lourd sur la suite de la saison chez un joueur qui sait que quelque part, on a tenté quand même de l'envoyer ailleurs, quoi. Bah oui, ça peut peser. Après, tout dépend comment ça a été géré en interne, comment ça lui a été dit et présenté aux joueurs, et Oui. comment le reste du vestiaire voit les choses. Il y a pas mal de paramètres. Par contre, mais je suis d'accord avec ce que tu dis au départ. Pour un joueur, quoi qu'il arrive, surtout un joueur de la carrure de Ben Simmons, tu vois, Mhm. de savoir que ton équipe, genre, en fait, elle avait pas trop hésité à te foutre dans un trade, même si c'est pour James Harden en face, hein, Hmm. ça doit quand même être un peu dur à avaler, je pense. Bien sûr. Et c'est pour ça que, si je dis pas de bêtises, tu me dis, hein, mais c'est pour ça que j'avais vu notamment Daryl Morey qui était tout de suite monté au créneau en disant non, 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 on ne veut pas le transférer, on ne veut pas ceci, cela. Et une fois qu'on a eu le trade de James Harden, il y a eu quelques pistes qui sont sorties. Après, on peut dire, il y en a certainement qui suivent les Sixers de beaucoup plus près au quotidien et donc qui seront les premiers à dire mais non, c'était du bullshit. En l'état, tu as le sentiment, je pense qu'on le partage là-dessus, Alex, que Ben Simmons n'a pas non plus trop sa place là, que les Sixers ont fait un choix et qu'ils ont dit bon, avec Doc Rivers, ça va être les Sixers de Joel MVP Embiid, et ça se voit dans les résultats. Ça se voit dans les résultats. Et pour finir sur Ben Simmons, je pense que c'était pas du bullshit. Je pense que vraiment les Sixers ont essayé de choper Harden parce que je pense que d'un point de vue, notre fameux très cher point de vue tactico-technique, c'est logique. C'est logique. Ça a du sens, bien sûr. Non, non, c'est sûr. Donc c'est voilà. sûr. Maintenant, évidemment, vient la question à 3 lettres. Vous l'avez vu, il y en a beaucoup qui l'ont mentionné. Bon, Joel Embiid est passé, j'ai pas envie de dire il est passé par Boston, il est passé sur Boston. C'était à domicile, il a donc joué 2 fois les Celtics, comme tu l'as dit tout à l'heure, 42 et 38 points, une grosse perf contre Miami. On est sur un Joel Embiid qui est sur des moyennes records individuelles, leader de la meilleure équipe de la conférence Est. Nous sommes le week-end du 23 janvier. Où placer Joel Embiid dans la course au MVP? Qui sont ses concurrents et est-il le clear leader? Clear leader, non. Pas pour moi, hein.
Je pense qu'il y a plusieurs favoris leaders en ce moment, quoi, je dirais. Tu vois, par exemple, pour qu'il soit le clear leader, il aurait fallu qu'il ait joué les Nuggets de Jokic et qu'il leur aurait mis la race, par exemple, tu vois. Genre, quel est, toi qui aimes bien ça, Bastien, dans le... Bah, c'est vrai, toi qui aimes bien, c'est sur toi qui me le sort, celui-là. Tout à fait. Dans le calendrier d'Embiid, à quel gros pivot il a fait sa fête, là, Joël, là. Il a joué. Alors oui, et malheureusement, il n'était pas là face aux Nuggets. Le match de Tyrese Maxey. Il a. En soi, oui, tu peux te dire bon, il a pas été pour le moment confronté à des gros mastodontes. Donc, tu peux te dire là, par exemple, le 28 janvier, il va affronter les Lakers. Et le 1er février, il affronte les Pacers. Pacers qui sont top 3 de la conférence Est avec Domantas Sabonis. Lakers avec du candidat MVP. Là, je veux bien voir après ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus, de voir où en est Joel Embiid, où en sont les Sixers. Si c'est un Joel qui est encore en mode Godzilla et qui marche sur eux, bon. Parce que l'autre Joel, là, donc le 28 janvier, il affronte Marc Gasol. Il y a un tout petit historique, si je dis pas de bêtises. Ah oui, il y a un petit historique. Mais enfin, Marc Gasol, il affronte surtout Anthony Davis, quoi. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, Quand même. les gens vont parler de Marc Gasol, le mec qui est Oui, capable d'éteindre Joel Embiid, d'accord. tu sais. Mais j'attends surtout Anthony Davis. J'attends Jokic. J'attends éventuellement un Karl Anthony Towns qui serait revenu. J'attends, t'as cité Domantas Sabonis, je pense que c'est un très bon exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a d'autres, quoi. Il y en a quelques-uns. Genre là, le Clint Capella dans ce moment-là. Tu vois? Oui. Je veux bien avoir Joel Embiid. Bah, va falloir être patient. Va falloir être patient, mais ce que je veux dire, c'est que bien évidemment que ce Joel Embiid-là, monstrueux comme il est, dans ces Sixers qui sont premiers de l'Est, bah ouais, il est candidat de ouf MVP. C'est juste Je veux dire, savoir à quelle place difficile il est, de dire le contraire. Tout à fait. Maintenant, on va savoir à quelle place il est, puisqu'il est donc. Allez, dans la conférence Est, on peut avoir la concurrence de Yanis, qui est donc quand même leader des Bucks, qui sont à 9 victoires pour 6 défaites, ils sont 3e de la conférence Est. À voir quand a lieu le retour de Jason Tatum. Bon, Colin Sexton apparemment est un futur Hall of Famer, vu ce qu'on a vu ces derniers jours. KD était sur un rythme individuel de MVP indéniable, mais les Nets... Il va falloir que Brooklyn gagne plus. Les Nets sont tellement irréguliers dans leurs résultats que c'est compliqué de lui donner plus de votes que ça. J'ai Par envie contre, de du dire, côté des Clippers, il y a des candidats MVP. Hein, c'est ça, il faut qu'on se penche sur la conférence Ouest, sur... je sais pas si tu connais LeBron James, qui est pas trop mal. Attends, LeBron James, non, je connais pas trop, mais je crois que c'est un petit jeune qui commence à percer. Par contre, attends, les deux Clippers, ils sont tous les deux candidats pour moi, hein, pour l'instant. Ouais. Ah putain. Parce qu'au début, là, il y a encore 10 jours, je t'aurais bien dit Paul George. Mais là, en fait, ces derniers temps, je pense que Kawhi, en fait, je pense que les deux sont des potentiels candidats MVP. Limite, ça joue l'un contre l'autre, entre guillemets. Enfin, je veux dire, ça les défavorise tous les deux, je pense. Mais ils sont tous les deux sur des rythmes absolument incroyables. Ensuite, Niko Jokic. Oui, j'allais y venir. C'est que dans la catégorie de KD, des joueurs qui individuellement sont énormes, mais on attend beaucoup plus de régularité dans les performances collectives, Nikola Jokic avec Kevin Durant. C'est-à-dire que Jokic, il joue à un niveau en ce moment... Si les Nets reviennent dans le top 3-4 de l'Ouest, il est candidat naturel, normal, quoi. Tout à fait. Donc tu as du Clippers, Paul George, t'as Kawhi, LeBron, comme tous les ans. C'est compliqué. Nico Jokic. C'est compliqué de mettre Donovan Mitchell malgré les résultats de Utah. Hein. Enfin, je veux dire, c'est. Non, il est le second. Il est le second. En fait, statistiquement parlant, il est en dessous. Ouais. Pour l'instant. Ouais, il est dans le second rang. Ah, désolé, mais il est un peu en dessous statistiquement parlant. Pareil pour Domantas. Domantas aussi. En plus, résultat collectif, Domantas pour l'instant est en dessous aussi, même si c'est très bon, hein, tu vois. Moi, franchement, là, vu les niveaux des mecs, il va falloir être top 3 de ta conf pour être MVP, c'est sûr, hein, cette année. Oui. Donc, non, mais tu vois, t'as Bron, Kawhi, Paul George, Niko Jokic si les Nuggets reviennent, Kevin Durant si les Nets se mettent à enfiler quelques victoires, plus Joel Embiid. Je viens déjà de citer Attends, combien de joueurs? Bron, Kawhi, Paul George, Jokic, Kevin Durant, ça fait déjà 5 mecs. Compte sur ses doigts. Ça fait déjà 5 mecs, c'est pour oublier personne. Oui. Ça fait déjà 5 mecs. Je sais, sinon j'y arrive tout seul de tête, hein, à compter jusqu'à 5, je rassure. Ça fait déjà 5 mecs en plus de Joel Embiid. Bien sûr. Ce que je voulais voir. Et j'ai même pas mis Yanis. Hein. Non, tout à fait. Je le mets même pas dans cette. Je le mets même pas dans le pool pour l'instant, moi, Yanis. On peut en soi, mais pour l'instant, ce que je voulais faire comme jeu, surtout là, Alex, et je pense que c'est le propre là de cet apéro, c'est essayer de justement faire un début de hiérarchie. C'est, vu qu'on parle de Joel Embiid et des Sixers, est-ce que vous le mettez pour le moment en numéro 1 de cette course,
Est-ce que vous le mettez en 2, 3, 4 ? Alex, réfléchissons un petit peu et permettons-nous. Où est-ce qu'on classe Joel Embiid ? Où est-ce que tu le classes ? Où est-ce que je le classe aujourd'hui, au 23 janvier, dans la course au MVP ? Deuxième, troisième. Ah bah il faut que tu tranches, mon grand. Je Tu le mets pas premier. Non, je dirais troisième. Derrière, LeBron et Paul George. Paul George et LeBron et Paul George, à voir. Mais je le mets derrière ces deux-là qui sont incroyables. Ouais, je mets Embiid devant Paul George. Ah non, pas moi. Ouais. Ah non, pas là. Je vais mettre Joel deuxième à égalité avec LeBron parce que je pense que LeBron c'est chaud. Enfin, on prend totalement pour Joel à égalité avec LeBron. Ouais. Mais t'as un premier alors ? Non, ils sont tous les deux premiers égalité quoi. Ah, pardon, d'accord, ok. Ils sont allés, je vais peut-être mettre une toute petite faveur à LeBron devant Embiid, mais vraiment une toute petite. LeBron, quand même, parce que là, juste enfin bon, bref. J'ai même pas envie de reparler. Le meilleur bilan de la ligue et pas l'autre. Hein. Ouais, et puis ce qui s'est passé avec les Bucks là. Enfin, c'est pas loin, c'est serré. Ouais. Hein, mais... en tout cas, on est d'accord qu'on l'a sur le podium. Peut-être qu'il y a des gens, j'ai vu beaucoup de gens qui mettent Embiid premier de la course au MVP. Ça dépend où vous mettez Paul George, Jokic, KD, Giannis. Je rebondis juste sur un point que tu mentionnais tout à l'heure. Parce que vous le savez, on aime bien faire ça dans chaque apéro lié aux franchises. Tu me disais d'avoir un Embiid qui peut affronter des gros balourds. Malheureusement, quand on regarde le programme, il va falloir être patient. Parce que tu affrontes 2 fois les Pistons là, à venir. Tu affrontes les Lakers. Rendez-vous, notez bien, le 28 janvier. C'est sur ESPN, 1h30 du matin. Lakers-Sixers, ça va être très propre, c'est à Los Angeles. Tu affrontes Minnesota. À voir s'il y a Towns qui est là. Tu affrontes ensuite les Pacers. Domantas Sabonis. Bah mais alors, ça après, en fait quand même quelques-uns, ça. Tout à fait. Mais alors après, des gros duels. Entre Charlotte, Portland, bon, il y a un passage contre Brooklyn, mais Charlotte, Portland, Sacramento, Phoenix, bon, DeAndre Ayton, est-ce qu'on dit que c'est soulever DeAndre Ayton, c'est... Disons que, en fait, c'est ce que j'étais en train de me dire pendant que tu faisais l'énumération, c'est que déjà, des clients où, quand Joel Embiid débarque en ville, tu te dis « Ah, alors, un gros duel pour Joel ». Bah, en fait, c'est pas si souvent déjà, rien que ça, en fait. Bien sûr. Donc ça montre déjà le niveau que le mec est en train de nous coller dans la bouche sur ce début de saison. C'est-à-dire que dans toute la NBA, bah, c'est pas si souvent que ça que les Sixers jouent un client au poste 5 qui est Bien capable, d'où on se dit « Oh là là, lui, il va quand même sûrement faire chier Joel. » quoi. Tout à fait. Il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'Ayton peut être dedans, même si quand même, faut pas exagérer, Joel va quand même lui faire une petite fête. Mais le Ayton de ces derniers matchs, là, il est chiant quand même à prendre. C'est un rendez-vous à noter sur le carnet, je suis d'accord. C'est pour ça qu'en termes de rendez-vous, je pense quand même qu'il mange. Hein. Tout à fait. Ça, c'est Ayton, sûr et je veux dire. Et puis, Embiid, à mon avis, il a noté que Ayton, il était là, genre oui, j'adore Joel Embiid, j'aimerais bien être meilleur que lui. Le soir de la draft, à mon avis, il l'a noté. C'est pas bon ces déclarations. Faut pas faire ça. Je renote juste parce que pour ceux qui veulent aller voir en détail le calendrier des Sixers, on a donc les Lakers le 28 janvier. On a Domantas Sabonis le 1er février. Très bien. À voir ce qui se passe avec les Blazers si tu dois te démerder contre Enes Kanter et compagnie. 2 fois Rudy Gobert. 16 février, 4 mars. Là, il y a duel. Ouais. Ah non, mais Domantas, il y a duel. Rudy Gobert, il y a duel. Les Lakers, il y a duel. Et quelque part, quand tu affrontes les Nets le 7 février, bon, DeAndre Jordan, ça va, mais tu affrontes quand même les Nets de KD, Harden. Tout à fait. Il faut les massacrer la raquette. Il faut essayer de gagner le match. Tout à fait. Même les Clippers, quelque part, t'as Serge Ibaka plus Kawhi et Paul George. Tu vois, genre, faut pareil, va falloir montrer. Là, pour le moment, ils les affrontent pas. C'est ça le truc que je dis, c'est que pour le moment, il n'y a pas quand tu parlais par exemple contre Denver, pour le moment, vu la situation sanitaire en NBA et qu'il n'y a qu'une partie du calendrier qui est donnée, il faudra être très patient avant de voir Joel Embiid affronter Nikola Jokic et ou les Clippers parce que c'est pas au programme. Non, je sais, mais c'est ce qui manque pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on est quand même déjà tous les deux d'accord, là, vu ce qu'on a dit, pour foutre Joel Embiid dans le top 3 de la course au MVP là, à l'instant T. Ouais. C'est quand même pas rien. Ah non, mais bien sûr, ça fait plaisir. C'est la première fois qu'on met Joel vraiment là, comme ça, où on sent le Joel concentré, le Joel qui rigole pas, le Joel qu'on a envie de voir, quoi. Ouais, bah c'est ça, il y a 2 ans, on le mettait à peu près dans cette discussion, mais là, mais ça s'est pas fait au final, tu vois. Bien sûr. Là, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire que son côté dominant pourrait être entretenu dans la longueur, là.
Sur la saison, je veux dire. Je suis bien d'accord. Je revoyais juste la saison 2017-2018. Putain, il était 12e du classement MVP. D'accord. Et 7e l'année 2018-2019. Non, pardon, justement. C'est l'année 2018-2019 où il est très bon. Il est 7e du classement MVP. Ouais, il est 7ème, mais c'est parce que ça part très très fort, mais il y a quelques trous d'air. Tout à fait. Sur les Sixers, en tout cas, on a été complet. Beaucoup de choses intéressantes à voir en ce moment d'un point de vue offensif. Toujours la même défense. Joel Embiid aussi, on en parle pas mal en attaque, mais en défense, c'est toujours aussi bon avec une vraie intimidation dans sa raquette. D'ailleurs, il y en a certains qui débattent aussi d'un autre trophée où il y a 4 lettres cette fois, c'est Defensive Player of the Year. À voir si Joel essaye de mettre son grappin dessus, parce qu'il y a un très bon début de saison de sa part dans la raquette. Un petit mot de la fin sur les Sixers, Alex ? Bah, en tout cas, ça fait plaisir de voir cette équipe enfin s'articuler autour de Joel Embiid et trouver un vrai rythme. Elle nous a beaucoup frustrés, hein, cette équipe, ces dernières années. Ah ouais. Toi, plus que moi. Moi, hein, je mais, veux mes 100 balles. Je veux mes 100 Non balles. mais même je veux dire en régulière et en playoff, ils nous ont Bien sûr. beaucoup frustrés, le spacing, le ceci, les choix, les contrats, beaucoup de choses. Donc ça fait plaisir de voir que là avec les choix qui ont été faits, Daryl Morey qui arrive, Doc Rivers qui arrive, tu vois du renouveau. On est content de voir que ça bouge, que ça progresse et que ça semble être sur une très bonne voie. Je veux dire, ces Sixers là, s'ils continuent à progresser comme ça, il y a quand même des joueurs d'expérience dans le tas là, hein. Ouais, Danny Green, tout ça, Seth Curry commence à en avoir un petit peu et tout et tout. Doc Rivers, il a déjà quand même été un peu loin en playoff. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut pour être ultra chiant à battre en playoff. Bah c'est ça. Pour ça, faut continuer en régulière, hein, évidemment, mais je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. Au-delà d'un éventuel Embiid MVP, il y a surtout des Sixers qui pourraient débarquer en playoff et éviter de se faire sweeper au premier tour, par C'est exemple. ça. Bah, c'est exactement le ressenti que j'ai. C'est hyper prometteur et à voir sur les prochaines semaines. Donc évidemment, ne pas craquer, continuer dans ses performances et essayer de trouver au moins, évidemment, au niveau sanitaire, un semblant de stabilité, puisqu'on a envie de voir ces Sixers sur plusieurs matchs ensemble. Ils se sont vraiment débrouillés dans un espèce de flou global avec les effectifs qui étaient parfois changés. On espère, voilà, en tout cas, le match face aux Lakers, je rappelle, c'est le 28 janvier à regarder. Je ne veux aucune excuse, il faut être devant, ce sera absolument immanquable. Continuez comme ça les Sixers, et puis nous, j'ai envie de dire, Alex, on se retrouve très très vite pour de nouveaux petits apéros. Bientôt. Ciao, Des ciao. bisous. Bisous. Ciao.